Le grand témoin, Louis Dauphren, ce matin, vous recevez Samuel Grzybowski, cofondateur de Coexister. Il publie Les terroirs et la gauche, un amour méconnu. Au territoire froid, anonyme et descendant, il préfère les terroirs vivants, réels, porteurs d'une identité. Ces terroirs, il y en a plus de 400 en France, mais la carte administrative ne les mentionne pas. Leurs noms font le charme du pays. Du Gâtinais à la Brie ou à la Beauce, au Vexin, même en région parisienne, ils existent. Et ne parlons pas de ce que nous appelons la périphérie, où il y a une profusion de terroirs, qui est une étoile à 4 branches, nous dit Samuel Grzybowski, puisqu'il est constitué d'un lieu, des gens qui y vivent, de leurs pratiques et de ce qu'ils produisent. Il y a plus de 20 ans, un livre intitulé Les territoires perdus de la République avait montré la réalité de quartiers difficiles. Ici, peut-on parler des territoires perdus de la gauche, vu l'implantation électorale du RN dans les campagnes françaises? Cette situation a incité Samuel Grzybowski à rapprocher les deux pour montrer que la gauche ne pouvait pas abandonner le terrain de l'identité française, d'où les terroirs et la gauche, un amour méconnu. Bonjour Samuel Grzybowski. Bonjour. Quand vous est venu ce coup de foudre pour les terroirs? Je pense très jeune, vraiment dans l'enfance. C'est parcours familiaux, j'en parle un peu au début du livre, avec une dénomination justement En qui ne se Ardèche. traduisait pas. Oui, exactement, notamment en Ardèche, avec une dénomination à l'oral de mes parents qui ne correspondait pas à ce qu'il y avait écrit sur la carte administrative. Et il y avait cette curiosité. Et puis après, je pense que ça me vient aussi de ma grand-mère, donc au fin fond de la Lorraine, dans la Meuse, la Mirabelle, la Madeleine de Commercy. Et c'est cette question-là, pour moi, pourquoi les gens sont si fiers de leurs appartenances de proximité locale. Et en fait, il y a plein de raisons. C'est ce qui les rend singuliers. La Madeleine, ça rend singulier Commercy. La Mirabelle, ça rend singulier les Lorrains. Et donc, il y a de quoi être fier de ça. Et pourquoi les terroirs sont-ils si invisibilisés? Alors, c'est une longue histoire d'invisibilisation qui commence à la Révolution avec un courant particulier des Jacobins. Alors, pas tous les Jacobins, mais une partie d'entre eux, dans cette grande épopée du début de la République où on avait carrément inventé des nouveaux mois de l'année, vous savez, Thermidor, Pluviose, Brumaire, etc. Le rêve était pour certains d'entre eux de faire une toponymisation complète en changeant notamment le nom des paroisses. Donc le projet a échoué puisque les paroisses ont donné le nom des villes, mais aussi le nom des départements. Donc là, ils y sont plus parvenus, sauf que certains résistants, comme les Ardennes, ont tenu. Mais vous avez beaucoup de départements qui ont des noms très fonctionnels, Lot et Garonne, Loire et Cher, qui disent simplement les cours d'eau, mais qui racontent pas l'histoire du lieu, comme Pyrénées-Atlantiques, qui est en fait le mélange du Pays Basque et du Béarn. Et donc c'est de là que vient cette histoire. Parce que les révolutionnaires ont considéré, et je pense à tort justement, c'est pour ça que j'ai mené cette enquête, que les particularismes locaux menaçaient notre capacité à vivre ensemble à l'échelle de la nation. Alors que pour moi, au contraire, c'est cette dialectique qui rend possible un vivre ensemble fécond. Nous sommes français parce que nous sommes aussi du Béarn, du Gâtinais ou du Morvan. Et nous sommes du Morvan tout en appartenant aussi à cet ensemble qu'est la France, l'Europe, le monde. Donc plus je suis corse, plus je suis français. Tout à fait. Plus je suis corse, plus je suis français. Plus je suis français, plus je suis corse. Si j'habite en Corse, par exemple, enfin, si je participe de ce terroir, alors avec un critère important pour moi, en tant que militant de gauche, c'est que ce soit le droit du sol qui prime. C'est-à-dire que pour se dire corse, pour se dire morbihanais, de Cornouailles, ce qui est important, c'est d'être en relation avec cette terre, d'y vivre, d'y cultiver, d'y relationner, et de pas simplement y prendre aussi les avantages, comme ça peut être le cas des résidences secondaires, où les Françaises et Français vivent seulement 5 semaines par an, en moyenne, mais d'y donner aussi du temps, de l'énergie, des relations, de la présence. Et ce droit du sol, pour moi, doit primer sur le droit du sang. On ne transmet pas l'identité corse ou provençale par une filiation froide, comme s'il y avait une sorte de race bourguignonne, on va dire, pour les humains. La race bourguignonne, elle n'existe que pour les vaches. Mais on est bourguignon parce qu'on vit en Bourgogne et qu'on y relationne. Alors, pas forcément à temps plein. Mais effectivement, pour moi, ce lien, plus nous sommes enracinés, plus nous sommes ouverts à l'universel. Et je cite notamment ce discours très connu de Jean Jaurès qui disait que un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup rapproche. Un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup rapproche. La patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien, disait Jaurès, justement. Tout à fait. Et la patrie, d'ailleurs, a été une notion abandonnée par la gauche, encore une fois, et je Mais le pourquoi, regrette. Samuel Grzybowski? C'est une longue histoire aussi d'incompréhension parce qu'elle a été inventée par la gauche pendant la Révolution française. C'est une notion qui a été inventée par le parti la plus à gauche de l'hémicycle, donc encore plus à gauche que les montagnards, le parti des patriotes, puisque la patrie, c'est l'inversion de l'origine de la légitimité. On passe de Dieu, le roi et la suggestion, cette verticalité descendante qui fait de nous des sujets, à une légitimité plutôt ascendante où il y a la terre, qui est donc la mère patrie, qui produit la nation et la citoyenneté. Et cette
Abandon, je pense, c'est fait à cause d'une incompréhension de l'identité, c'est-à-dire plutôt que d'investir le thème de l'identité et de l'habiter avec un regard progressiste et révolutionnaire, une partie de la gauche a préféré ne plus la considérer, considérant que finalement la seule identité qui vaille, c'était l'identité humaine. Samuel Gebowski, vous êtes engagé dans la politique, hein. Vous avez participé à la primaire côté Nouveau Front Populaire. Vous avez créé, parce que je ne l'ai pas précisé au début, hein, vous êtes directeur général d'une coopérative de tiers-lieux écologiques et solidaires. Vous avez créé le mouvement Coexister qui s'occupait, parce que ça fait déjà quelques temps que vous en occupez plus vous-même à Moi, je titre m'en occupe personnel. plus, mais il va très bien. D'ailleurs, Voilà. j'étais à son assemblée générale ce week-end et il y a une nouvelle présidente qui a été élue, donc le mouvement continue. Qu'on aura plaisir à recevoir évidemment, et qui donc vise à développer les relations entre différentes, on va dire, confessions et à enseigner la laïcité. Vous enseignez aussi à Sciences Po et à l'ESSEC. Quel est l'objet politique en fait de la démarche? C'est de pouvoir dire à la gauche que ces territoires, je le disais, où le RN aujourd'hui est quasiment majoritaire, hein, dès le premier tour, même en Bretagne, ces territoires ne sont pas voués à être dans une identité figée. Non, tout à fait. Alors, on a une longue histoire de trahison. J'ai retrouvé, grâce à l'enquête de Piketty et KG, un texte des Mauges. Donc, c'est un terroir qui est actuellement dans le Maine-et-Loire, entre l'Anjou et la Vendée, où en 1791, les citoyens locaux se plaignent dans la presse locale de la trahison des élites de la gauche, l'hypocrisie des élites de la gauche. Je vous parle de 1791, parce qu'ils n'ont pas accédé à la revendication principale des caïds de doléances de Bretagne et des Pays de Loire, qui était le partage des terres agricoles. Et donc les élites révolutionnaires, autour de Robespierre, ont choisi notamment de vendre les terres agricoles qui avaient été confisquées par les révolutionnaires aux nobles et de les vendre aux enchères, ce qui a donc profité bien sûr à la bourgeoisie de province, à la bourgeoisie des villes qui a donc acheté ces terres pour créer une nouvelle rente. Et donc du point de vue paysan, du point de vue rural, on est passé d'une rente noble à une rente bourgeoise, mais donc ça n'a pas changé leur expérience et surtout leurs conditions d'oppression. Comme la vente des biens nationaux, hein, c'est la même chose, hein, ça a profité à la bourgeoisie. Tout à fait. Et donc cette confiscation a créé un sentiment d'abandon de la part des paysans qui sont pourtant dans la chaîne de nécessité, si on fait une pyramide de Maslow de l'organisation de la société. Nous nourrir, boire aussi, je parle de l'accès à l'eau, sont des fondamentaux et qui mettent les agriculteurs et agricultrices, les paysans, les paysannes au cœur de notre organisation sociale, et pourtant ils ne sont pas reconnus et valorisés par la gauche en tant que tels. Donc je pense qu'effectivement c'est un appel, je dirais, à la marge pour dire à nos paysannes et paysans: ne perdez pas confiance dans le projet de justice sociale et climatique que nous portons, car il est convergent aussi avec vos intérêts. Mais surtout, le premier apostrophe de ce livre, c'est auprès de la gauche, dont je fais partie et au sein de laquelle je milite, vous l'avez évoqué, pour lui dire: prenons nos responsabilités et mobilisons cet imaginaire que nous avons rejeté à tort, qui crée justement ce sentiment d'exister et de reconnaissance de la dignité particulière de cet éleveur de l'osso Irati qui sait pourquoi il produit ce lait de brebis dans cette vallée et que ce lait aurait une autre saveur et une autre pratique de l'autre côté du col. Samuel Gebowski, la première carte que vous publiez, c'est la carte des bassins versants. Ce qui interpelle, parce qu'on peut se dire, mais que vient faire la carte des bassins versants dans cette histoire-là? Et pourtant, c'est autour de ça que s'organise en fait la vie des individus. On peut repenser quasiment la France en fonction de cette carte. Tout à fait. Alors, l'eau est une contrainte fondamentale pour vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que les terroirs, même s'ils ont une géographie mouvante, respectent toujours les bassins versants. Vous n'avez pas en France un seul terroir qui est à cheval sur une ligne de partage des eaux. Bon, je vais prendre un exemple dans le département des Vosges, qui est donc un département qui est sur la grande ligne de crête française, puisque la France, c'est grosso modo 3 bassins versants. Vous avez un bassin méditerranéen qui monte jusqu'à la vallée de la Saône, très haut. Vous avez le bassin qui va vers la mer du Nord et puis le bassin atlantique. Et donc ces 3 bassins structurent en fait la vie de notre pays, et naturellement l'organisation sociale se fait sur le flanc de ces côtes. Le département des Vosges lui-même a 2 terroirs, un terroir au nord qui s'appelle le Déodacien et qui est du côté du bassin versant de la mer du Nord, et un terroir au sud qui s'appelle la Vosges, sans S, avec un O circonflexe, qui est du côté méditerranéen. C'est pour dire que les terroirs respectent l'organisation de l'eau. Pourquoi ? Parce que
les rivières qui se jettent dans les fleuves, qui se jettent dans la mer, organisent une topographie, donnent à la terre des caractéristiques et des propriétés qui sont influencées aussi par les vents, par l'air, et qui du coup construisent une alimentation particulière et une histoire singulière. Or, les régions administratives aujourd'hui ne tiennent pas compte de ces frontières de l'eau. Elles sont souvent construites départements, cantons, arrondissements à cheval sur ces frontières et donc du coup ne respectent pas en fait la terre, ne tiennent pas compte de ses propriétés. Donc il y a une proposition qui existe, qui émerge, qui est portée notamment par les écologistes aujourd'hui, de construire notre territoire autour de biorégions et ces biorégions sont respectueuses notamment de l'organisation de l'eau. Donc on pourrait redessiner la carte. On pourrait redessiner la carte, alors ce serait pas non plus un Mais bouleversement. vous ne l'avez pas fait là. Non, je n'ai pas osé faire cette proposition. Mais certains le font à travers les biorégions. Pour moi, la modification principale, elle se fait à l'échelle des régions, justement, pas à l'échelle des départements. Et on pourrait imaginer aussi à l'échelle des intercommunalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intercommunalités sont plutôt construites en fonction des centres et des périphéries. C'est-à-dire que vous avez une aire urbaine qui est un peu plus importante, qui agglomère des petites aires urbaines autour d'elle. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer, et certains le font d'ailleurs dans des parties de France, comme dans le Cluny-Sois, où les intercommunalités sont en fait un agrégat de ce que fut avant le terroir. Comment imaginer, Samuel Gibowski, qu'on en finisse avec cette aspiration qu'exercent les métropoles autour des territoires ou des terroirs? Si on prend l'exemple de l'Ain, par exemple, dont vous dites que c'est un territoire servant, en fait, c'est un territoire qui sert d'annexe à la grande métropole lyonnaise, qui vient en fait la nourrir d'une certaine façon. Et donc il y a un mouvement d'aspiration. Et si on prend la carte de la région parisienne, on s'aperçoit que les géographes qui s'intéressent aux critères économiques montrent que l'influence de Paris est tout à fait évidemment considérable, va à 350 km, 400 km autour de Paris. Ça, c'est un phénomène qu'on a du mal. La carte de la SNCF aussi est entièrement constituée autour de cette réalité-là. Comment changer ça? En se mettant à l'écoute des gens. C'est quelque chose que j'ai découvert justement dans ce territoire de l'Ain. L'Ain, vous l'avez évoqué, c'est un territoire servant notamment de la métropole de Lyon, mais aussi de la France, parce que vous avez cette vallée du Rhône avec des barrages hydrauliques de très grande envergure et des grandes installations. Vous avez écrit depuis le début du siècle dernier le Rhône au service de la nation. Et donc une grande partie de l'énergie hydraulique française est produite dans cette région. Vous avez une immense centrale nucléaire, celle du budget, et puis vous avez cette ligne TGV hors norme. Un défi d'industrie et d'architecture qui n'est pas que le Paris-Lyon, mais le Paris-Marseille, qui contourne Lyon en passant par Saint-Exupéry. Et cette infrastructure permet justement de connecter les deux plus grandes villes françaises en 3 heures. Mais sous ces ponts, sous cette centrale du budget, à côté de ces rives du Rhône, vous avez des terroirs qui sont trop peu connus, le Bugey, la Dombes, la Côtière et la Bresse. Et ces terroirs-là renvoient justement à cette singularité qui rend les habitantes et les habitants dignes. C'est-à-dire que quand vous toquez à leur porte dans une campagne électorale, si vous les considérez comme les ouvriers d'Amazon et de Vipease qui sont par ailleurs, ou ceux de la centrale nucléaire, et que vous les renvoyez à une métropolisation de Lyon, vous les rendez subordonnés, inférieurs à leurs conditions. Alors que si vous valorisez ce qui fait toute la spécificité des lacs de la Dombe, qui depuis les marais de la Dombe même, qui depuis le Moyen-Âge sont des marais qui avaient été créés par les moines pour pêcher justement à petite échelle, en profitant de cet ancien glacier en fait, puisque la Dombe est un glacier de multimillénaire qui du coup produit cette terre très singulière où il est possible d'avoir une eau très pure. Si vous valorisez cette histoire, vous comprenez qu'ils ont un savoir-faire, une saveur à apporter à la collectivité, et tout de suite vous touchez à un affect qui les rend dignes dans cette construction. Ils ne sont pas simplement et ça change tout. Et ça change tout, qui relie Lyon à Genève. Un mot sur le... Je reviens à l'aspect politique. N'est-ce pas Terra Nova? Tiens, Terra Nova, c'est amusant parce que ça nous parle de territoire, qui en pariant sur les nouvelles minorités, sur les métropoles essentiellement aussi, qui a en fait prendre à la gauche l'orientation absolument inverse de celle que vous préconisez. Si, notamment, alors il y a d'autres raisons à ça, hein, bien sûr, mais surtout que c'est un phénomène qui, je pense, est aussi transpartisan. Alors moi, j'ai voulu faire un examen critique de la famille politique à laquelle j'appartiens, c'est pour ça que je m'adresse à la gauche, mais bien sûr, cette note a fait beaucoup de mal, et j'appartiens, comme je pense la plupart de mes camarades aujourd'hui, à des courants qui sont en rupture avec cette époque où on avait une pure stratégie électorale qui consistait à agglomérer en fait le progrès dit sociétal, et donc du coup de faire une campagne sur les questions du mariage pour tous ou des droits des personnes LGBT, etc., qui sont évidemment des droits auxquels je souscris et que je défendrai, mais pour autant, nous avons oublié une partie de cette population qui est
le creuset de notre histoire, c'est-à-dire les personnes qui, pour des raisons économiques, des raisons sociales, sont dans des situations d'oppression et qui ont été historiquement les personnes que nous souhaitions défendre en premier lieu. Et force est de constater qu'aujourd'hui, des auxiliaires de vie, des ouvriers, des travailleurs du secours populaire ont cette sensation que nous ne leur parlons plus parce que la défense de leurs intérêts économiques est passée pour nous au second plan. Et donc le terroir, pour moi, est aussi une occasion de nous rapprocher de ces paysans avec une période quand même de retour à la terre. On parle des néo-ruraux, mais je ne parlerai même pas que d'eux. Je parlerai aussi de ces agriculteurs qui choisissent de passer à l'agriculture biologique, de ces petites exploitations, de la Confédération paysanne qui redéveloppe justement des règles d'agriculture plus respectueuses de la terre, des sols, des climats, avec notamment une règle toute simple qui sont des infrastructures plus petites. Parce que quand on est plus proche de la réalité, on produit une alimentation qui est plus respectueuse des travailleurs et travailleurs et une alimentation qui est aussi plus respectueuse de la terre et des cycles. Samuel Gebowski, cet idéal du terroir avec son clocher, son château, sa ferme, est-ce qu'il ne vient pas du 19e siècle? Est-ce qu'il ne fait pas l'impasse sur la réalité absolument nouvelle que vous esquissiez finalement avec les résidences secondaires? 13% des Français ont des résidences secondaires et on sait les frictions que cela peut créer dans certains endroits tendus. Est-ce qu'en fait, vous ne faites pas l'impasse sur la mobilité qui est le grand acquis de la modernité? Alors, d'abord, je voudrais corriger un point sur le terroir. Pour moi, le terroir doit et peut être mouvant, d'où l'intérêt du droit du sol pour ne pas le figer dans une identité un peu surannée. Ce qui veut dire que le terroir, et là je rejoins mon parcours à coexister, n'est pas forcément celui du clocher et d'une église. Il peut y avoir un terroir urbain, un terroir des quartiers populaires, il peut y avoir un terroir avec une synagogue et une mosquée, et ce terroir justement peut évoluer tant qu'il maintient cette règle toute simple, la relation entre l'humain et son milieu, à travers l'étoile à 4 branches que vous évoquez au début de notre entretien. Une fois qu'on a posé ce principe d'un terroir qui peut bouger et qui peut vivre, l'idée, elle peut se vivre de manière différente dans un terroir que je connais bien, qui est le Melvan. Le Melvan, c'est un terroir qui est au sud de Belle-Île, donc c'est au large de l'Atlantique, c'est 2 petites îles. Ouate et Édic, vous avez 2 façons de vivre la présence des résidences secondaires sur ces îles, et vous avez 2 réactions à Airbnb et aux Parisiens qui sont en fait influencées par la taille de la commune. Merci beaucoup Samuel Grybowski.